Bonjour et bienvenue à InfoCam Extra. Aujourd'hui, je reçois 3 invités, Louise Paradis, Cassandra Godreau et Jérémy Castonguay. Donc en premier, j'ai Louise Paradis, copropriétaire de la fine cantine chez Mag Comté Kamouraska et de Ramène-nous. Exactement. Donc bonjour Louise, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc j'aurais une question. Donc pourquoi avoir décidé d'ouvrir un restaurant, donc Ramène-nous dans ce cas-là, qui est d'inspiration de cuisine japonaise? C'est une bonne question. Ça va aller assez vite, en fait, sur l'histoire. C'est que on avait, et on a toujours une fine cantine chez Mag à l'île d'Orléans. Et maintenant, ce sont nos enfants qui s'est appropriés de cette boîte de cantine. Et nous, on a décidé d'ouvrir une deuxième cantine chez Mag l'été dernier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ça nous a donc amené à déménager à Saint-Jean-Port-Joli. Et par l'entrefait, moi, j'ai un autre emploi au gouvernement. Donc, j'y travaille la semaine. Et une cantine, ça ne fonctionne que l'été. Et mon chum disait, je vais faire quoi cet hiver? Je vais faire quoi cet hiver? Il faut que je bouge mon cerveau, il faut que je travaille. C'est un chef. Alors, c'est un chef qui crée. Alors, il a décidé de se partir un petit bistrot japonais que pour l'hiver. Parce qu'il se disait, l'été, j'irai à ma cantine, puis l'hiver, je ferai ça à la Pocatière. Et l'idée du ramen est arrivée après un petit voyage à Vancouver, où les ramen font table rase là-bas. Il y en a. Et on s'est dit, pourquoi pas à la Pocatière, un petit ramen japonais? Il n'y en a pas. On s'est dit qu'on allait se démarquer en faisant ça. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, oui. Et on approche donc de la fin de la saison pour Ramène-nous, donc qui est juste ouvert pendant la saison d'hiver. De décembre à fin mars. Oui, exactement. Et on ferme fin mars pour pouvoir ouvrir la fine cantine au mois de mai. Donc, ça donne un temps pour que le chef puisse préparer l'ouverture, en fait. Donc, c'était prévu qu'on ferme Ramène-nous pour partir la cantine et réouvrir, si tout va bien, à l'hiver prochain, le ramen. D'accord. Mais justement, si tout va bien, donc est-ce que vous êtes satisfaite de la première saison de Ramène-nous? Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de clients? Oui, on a eu sur notre page Facebook, en fait, 1000 abonnés en 4 mois d'opération, ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, oui. Dû aux photos et à l'excitation aussi d'avoir de la nouveauté à la Pocatière. Ça a amené des gens, c'était bien comique parce qu'il y en a qui disaient, moi, je mange pas avec des baguettes, je prends juste la fourchette. C'était original aussi comme concept, mais on servait, c'est des bols de ramen, donc il y a la soupe, la cuillère japonaise, il y a les baguettes, il y a tout ça. Puis c'est de la création maison par le chef, puis ça a été très, très apprécié par les gens parce que c'est pas acheté, là. C'est fait, le bouillon, il mijote 24 heures, mais c'est le chef qui a fait ça avec son imagination, puis très content, satisfait du premier 4 mois. En fait, on a ouvert le 7 décembre. Ouais. Donc, puis on ouvre 4 jours semaine. On n'ouvre pas 7 jours. Alors, franchement, oui. Content de l'appréciation des clients aussi. Et sinon, vous parliez de Facebook, justement, tantôt. Mais quel moyen est-ce que vous utilisez pour populariser Ramène-nous, faire de la publicité? Que Facebook. Que Facebook? Que Facebook. On n'a pas Instagram, on n'a surtout pas TikTok, parce que, c'est beaucoup d'organisation faire ça aussi, puis c'est beaucoup de gestion, puis de pub. Il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps d'écrire. Moi, je travaille à temps plein, donc ça occupe beaucoup, puis le chef, il n'est pas... Facebook, réseaux sociaux sur l'organisation d'eux. Donc, c'est moi qui fais un peu la pub. On devrait en faire plus, peut-être, mais finalement, non. Mais c'est que Facebook. Avec 1000 abonnés, ça partage. À chaque semaine, ils créent des choses et on l'envoie sur Facebook. Et là, oups, les gens viennent. On fait une ardoise aussi. C'est pas juste sur le menu, on fait une ardoise. Donc, non, la pub Facebook, ça fonctionne vraiment.
Et bouche à oreille, évidemment. Oui, ça, c'est certain. Ça, c'est ça, oui. Sinon, si on parle un peu de la fine cantine chez MAG, Oui. Est-ce que vous prévoyez des nouveautés pour la saison qui s'en vient? Toujours. Okay. Toujours. On a toujours une ardoise. Il y en a une sur l'île d'Orléans qui se crée avec les enfants. Et nous, on en crée une ici aussi avec les produits locaux. Du Kamouraska, autant que faire se peut. On a cet été une nouveauté, on a fait une demande de permis d'alcool, donc on va avoir des bières locales, on va avoir, on peut pas avoir un vaste choix, mais on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir sustenter à la terrasse de la fine cantine les gens qui vont vouloir agrémenter leur homard d'un petit verre de blanc ou d'une bouteille. Ah, c'est intéressant. Ou de bière. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est des nouveautés. Sinon, oui, il y a toujours une nouveauté qui est créée à tous les mois. On en a fait avec le bison de Saint-Jean-Port-Joli. On essaie là, vraiment d'aller chercher le plus possible des fournisseurs d'ici, puis de créer. Mais ça, c'est fort. Les gens achètent beaucoup à l'ardoise. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ils viennent l'essayer. Puis, oups! Après ça, on les revoit pour essayer autre chose. On fait une poutine poulet au beurre. Et c'est pas une sauce brune, c'est la sauce poulet au beurre. C'est aimé, c'est ça. Fait que, voilà, on est très avant-gardistes sur les choix. Puis c'est toutes des créations du chef, qui a quand même 40 ans d'expérience. Donc, c'est ça. C'est un chimiste dans l'art de faire de la bonne bouffe. Mais sinon, justement, pour la cantine fine dans le comté de Kamouraska, est-ce que ça a été difficile de trouver un endroit pour faire ça? Non. Non? Non. Le hasard, c'est un hasard pur et simple. On se cherchait une cabane dans le bois sur les petites annonces et on a vu qu'il y avait le casse-croûte de la halle qui était à vendre. En regardant pour s'acheter un shack dans le bois pour nos fins de semaine, puis venir triper ici dans le coin. Et on s'est dit, il y a un casse-croûte à vendre, faut aller voir ça, Bon, bref, ça s'est enclenché, on l'a acheté. Et on est sur le terrain qui appartient à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, donc tout est là pour, on a tout est là pour rassasier, les gens viennent se reposer, on a une vue incroyable sur le fleuve aussi, coucher de soleil, il y a la tour où les gens montent pour pouvoir explorer de haut. La beauté de cette région qu'est le Kamouraska, c'est magnifique. Ah, c'est certain, oui. Voilà. C'est un très bel endroit. Et sinon, pour Ramenez-nous, est-ce que c'était différent aussi, la façon de procéder pour trouver l'endroit? Non, mais ça, c'est moi qui ai eu l'idée parce que je savais, avec le métro Lebel, qu'il y avait un espace bistrot qu'ils n'utilisaient plus depuis la pandémie. Et on a approché donc M. Lebel, Simon, de son prénom, pour voir si ça pouvait être possible de louer l'espace. Et elle a dit, pourquoi pas? Donc, écoute, on a tout fait en un mois pour l'ouverture du ramen, des recettes jusqu'à l'ouverture. C'est vraiment mon mari qui a clenché sur ça. Puis Simon nous a vraiment offert une belle opportunité d'ouvrir dans le métro. Mais en fait, c'est à part. On a une porte qui est vraiment à part la porte du métro. C'est vraiment indépendant. Les gens doivent, s'ils sont dans le métro, ils doivent sortir du métro pour revenir dans la porte du Ramenez-nous. Donc, on est indépendant là-dessus. Mais ça, ça a été une belle expérience et c'est moi qui a dit, on va essayer d'approcher Métro Lebel, étant donné qu'ils ont tout ce qu'il fallait de non utiliser parce que leur bistrot était fermé. Donc, ça, c'était une belle entente avec M. Lebel et nous. Ouais, parfait. Bon, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est déjà terminé. On vous attend dès le mois de mai pour... la fine cantine chez MAG qui est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et on vous attend jusqu'au 31 mars pour le Ramenez-nous.
ouvert du mercredi au samedi. Regardez-nous sur Facebook, abonnez-vous aussi, ça va nous en faire plus. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On est de retour avec ma deuxième invitée, Cassandra Godreau, originaire de Saint-Damas et qui est athlète dans l'organisation des Faucons Cheer Elite. Donc, Cassandra, ça va bien? Oui, ça va super. Et toi? C'est très bien, merci beaucoup. Donc, tu as été dans l'équipe Eclipse, si je ne me trompe pas, et vous avez participé aux mondiaux en Floride l'année passée. Comment est-ce qu'a été ton expérience? Pour mon expérience, c'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. En fait, c'est un rêve qui s'est réalisé. Ça fait 10 ans que je fais du cheerleading, puis pour ce moment-là. Puis ce moment-là, c'est surtout un moment d'équipe, un moment grateful de ce que tu as accompli. Puis en fait, c'est ça. On était 4 équipes au Canada à participer de notre catégorie. OK. Puis, en fait, comment le cheer, ça fonctionne, c'est que tu as des niveaux, puis dans chaque niveau, tu as certaines catégories. OK. Puis, j'étais dans la catégorie niveau 6, All Girl. Donc, c'est juste des filles qui participent. Puis, c'est ça. On a participé, on a eu notre laissez-passer, qu'on appelle un bid, pour aller au championnat mondial en cheerleading, qu'on appelle Worlds, les Worlds de cheerleading. D'accord. Voilà. Puis, l'expérience, sérieusement, je suis vraiment très reconnaissante, je le partage beaucoup, là. Mais ma position, c'est voltige. Puis c'est un stress énorme. C'est un stress énorme en étant voltige, être sur les spotlights. Puis en fait, voilà. Donc voltige, mettons, pour une personne qui ne connaît pas tant le cheer, ça pourrait se résumer à quoi? Une voltige, c'est à la personne, en fait, comment que je pourrais expliquer ça? C'est la personne qui se fait lancer dans les airs, c'est la personne qui se fait regarder, qui est souvent sur les spotlights. Là. OK, ouais. Vraiment. Voilà. Bon. Et présentement, tu fais partie de l'équipe Nova, donc qui représente l'Université de l'UQAR au campus de Lévis. Comment est ton expérience encore là dans cette équipe-là à date? Et est-ce que tu as beaucoup d'attentes pour le futur pour cette équipe-là? En fait, Nova, c'est considéré comme une équipe provinciale. Okay. Donc, c'est plus une équipe de niveau mondial, mais c'est en partenariat avec l'UQAR. Voilà, l'UQAR, c'est Nova, le nom de l'équipe. Puis, en fait, ils prennent des athlètes civils de d'autres régions, pas juste de l'université uniquement. Okay. Parce que s'ils feraient une équipe avec l'université, il manquerait d'athlètes. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chercher des athlètes un peu partout. Puis cette équipe-là, c'est complètement différent que l'an dernier, une équipe mondiale, puisque c'est du niveau 4. Donc, c'est 2 niveaux plus bas que ce que j'ai fait. Puis ensuite, voilà, c'est une équipe provinciale, donc c'est plus mollo, c'est plus relax. Pour ce qui est de mes projets avec l'équipe, c'est simplement m'amuser puis plus faire ça pour mon plaisir puis rester comme en forme. OK. Ah, c'est bon. Et encore plus récemment, tu as créé une équipe de cheer au Cégep de la Pocatière, où est-ce que tu étudies. Depuis combien de temps est-ce que cette équipe-là existe? Cette équipe-là, en fait, elle n'est pas construite encore. En fait, on est en construction de cette équipe-là. Puis pour ce faire, à partir du mois d'octobre, de la session dernière, je suis allée voir la technicienne en laser, puis je lui ai fait preuve de mon projet, puis que je serais vraiment intéressée, si jamais, à coacher l'équipe. Puis elle a tout de suite embarqué dans mon projet. Donc voilà. Puis là, en ce moment, on a fait des camps préparatoires. Le camp préparatoire, en fait, il sert à préparer l'équipe qui va vraiment être officielle la session prochaine à l'automne. Parfait. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile d'organiser cette création d'équipe? En fait, oui, tout à fait. C'est difficile. En fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Surtout que j'ai déjà été coach, mais c'était toujours pour des équipes de niveau scolaire, secondaire ou primaire. Donc là, une équipe collégiale, c'est plus haut niveau, plus d'implication, puis faire les formations, les certifications adéquates pour ça. OK, oui, si je comprends. Mais sinon, mettons, c'est sûr que vous devez vous pratiquer dans des locaux. Est-ce que ça a été difficile d'en trouver un? Est-ce que c'est cher de louer un local, tout ça? En fait, au départ, on était à la polyvalente de la Pocatière. Puis on louait pas parce que c'était gratuitement. Ils nous prêtaient le gymnase gratuitement. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on avait seulement des tapis sans spring, donc un tapis vraiment plat au sol. Donc, moins de possibilités de faire de la gymnastique ou de faire des éléments. Donc là, en ce moment, on loue le gym
de la Pocatière, en dessous de la cathédrale, qui est vraiment le gym pour la gymnastique. Là, c'est vraiment comme on loue, puis on a accès à des springs pour le tapis, donc plus facile de faire nos éléments, de la gym. Puis donc c'est mieux adapté dans le fond. On a notre espace en fait là. OK. Ah, c'est bon. Parfait. Le cheer, en général, c'est souvent considéré comme étant une discipline assez féminine. Mais est-ce que dans ton équipe, c'est plus mixte ou encore là, on voit plus de femmes qui voudraient rejoindre l'équipe? Bien, en fait, c'est sûr que majoritairement, j'ai plus de femmes dans l'équipe, mais j'ai quand même 5 garçons, donc c'est quand même un élan. Là, en fait, pour moi, l'image des Gaulois, c'est pas l'image féminine. Moi, je veux inclure tout le monde, je veux inclure tous les hommes qui voudraient participer, puis c'est ça, en fait, j'ai 5 hommes, mais par contre, malheureusement, la session prochaine, il y en a certains qui sont partis ailleurs dans d'autres cégeps, donc j'en perds quelques-uns, mais ça reste qu'il y en a quelques-uns qui veulent rester puis qui ont de l'expérience dans le cheer, puis ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir que les gars sont impliqués puis qu'ils prennent pas ça comme un sport super féminin. Puis, je comprends. Oui. Parfait. Ouais. Oui. Et c'est quoi les prochains événements, justement? Tu dis que c'est en construction présentement, l'équipe. Mais est-ce qu'il y a des événements que tu voudrais faire dans le futur, ou genre des compétitions, ce genre d'affaires-là, avec l'équipe du cégep? Le prochain événement qu'on aurait, c'est dans le mois de mai. Le 28 mai, on va participer au match de football. On va être là pour encourager l'équipe de football des Gaulois. D'accord. C'est un match à domicile, mais qui est hors compétition, là, qui est hors saison, juste pour le plaisir. Puis ça va être là, pour nous, une première fois qu'on va pouvoir se montrer nos éléments, faire un chant. Un chant, c'est un chant de cheer. C'est un chant, un chant pour encourager notre équipe gauloise. OK. Puis, en fait, à partir de la session prochaine, la saison officielle de cheer va commencer. Donc là, ça va être plus une préparation avec un chorégraphe qui va venir faire une chorégraphie, qui va venir nous aider avec nos éléments, prendre du temps pour les athlètes pour leur montrer leur élément, leur chorégraphie. Donc, avec tout ça, il va y avoir une saison officielle de compétition qui va être environ 4 à 5 compétitions par saison. Puis c'est ça, le but, c'est de faire des compétitions inter-cégep contre toutes les autres cégeps. OK, parfait. Sinon, donc tout ce qui est dans la construction, justement, tout ça, est-ce que vous faites beaucoup de pratiques? Est-ce que tu aimerais en faire plus, en faire moins? Comment ça se passe vraiment plus à l'interne? Bien, en fait, en ce moment, on est à une pratique semaine, puisque c'est une équipe qui n'est pas vraiment officielle, c'est plus en construction. Donc, je veux pas trop mettre de barrières ou de leur dire... Un espèce de fardeau de trop. Oui, c'est ça, de trop. Mais là, c'est ça, vraiment à partir de la session prochaine, on va y aller plus intense, à 2 pratiques semaine, peut-être 2 entraînements au gym obligatoires semaine. Là. Donc là, ça va être vraiment plus sérieux, puis pour les mettre en forme. Exactement, là, c'est comme les préparer mentalement aux compétitions, puis que le cheer, c'est vraiment un sport de compétition, puis on veut gagner, en fait. Là. C'est ça. En fait, c'est ça, on veut gagner. C'est plus ça le but. Parfait. Ben, c'est tout pour mes questions. Parfait. Merci beaucoup de venir à l'entrevue. Ça fait plaisir. Donc, je suis maintenant avec mon dernier invité, Jérémy Castonguay, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, qui s'est découvert une passion dans le mixage musical. Oui. Donc, bonjour Jérémy, ça va bien? Bonjour, cher Émilie, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, le mixage musical pour ça, c'est un domaine qui est assez méconnu du public. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste? En gros, général, le mixage musical, etc., c'est comme... Oui, il y a l'enregistrement de la musique, il y a comme l'arrangement musical, mais il y a aussi comment arranger les sons ensemble pour que tout fasse comme... Soit harmonieux. Soit harmonieux, puis que les sons soient à leur meilleur dans la production finale. OK, parfait. Parfait. Mais d'où est-ce que ça devient, cette passion, dans le fond? Sincèrement, j'en ai aucune idée à peu près comment ça a commencé. Mais j'ai toujours vu la musique, puis ça comme de quoi d'inaccessible, parce que tu vois à la télévision, sur YouTube, ou sur les réseaux sociaux en général, qu'il y a les artistes qui passent à la télé, etc. Tu te dis, my God, ces personnes-là sont incroyables. Je suis un gros fan, puis tout, mais tu vois ça inaccessible. Puis j'ai connu une personne à la Pocatière, tu dois le connaître, Emery, mais sûrement pas les téléspectateurs. Et il s'appelle Aurel Dionne. C'est un petit artiste de la région qui a commencé à faire du rap
je dirais, il y a 1 an, 2 ans, mais ça fait 5 ans qu'il fait la musique de son côté. OK. Puis, il a sorti une musique, il en a sorti plusieurs que je trouvais incroyables, qui étaient bien faits. Lui, il est allé à une école où je m'en vais l'année prochaine, j'en parle plus tard. J'ai vu ça, j'ai écouté ça, j'ai fait « wow ». C'est quelqu'un que je connais, qui est mon ami, avec qui je côtoie tous les jours, puis il sort de quoi qui est tellement propre, qui est bien fini, puis qui a du potentiel énormément. Fait que je me suis dit, si lui était capable, moi je suis capable. Fait que là, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai appris par moi-même depuis environ 1 an et demi pour faire de la production musicale, jouer du piano, de la guitare, de la bass, du synthétiseur, l'arrangement musical, l'enregistrement, puis le mixage par moi-même. Ça en fait beaucoup. C'est comme si tu voyais que c'était accessible maintenant, qu'une personne de ton entourage fait ça. J'avoue que ça doit être différent, oui. Comment est-ce qu'un adepte du mixage, donc comme toi, pourrait gagner sa vie? Gagner sa vie, pour l'instant, honnêtement, c'est pas très évident. OK. En tout cas, pour moi, de comment visualiser, mais c'est sûr que tu peux travailler dans les studios. OK. Après, sûrement une formation, et je sais que mon frère, Laurent Lacasse, lui, il a appris par lui-même, puis il fait des spectacles où il s'occupe de la sonorisation live en show. Fait qu'il y aurait ça comme finalité, je vais dire, pour le mixage, de faire des shows live, puis participer à des événements pour aider, puis t'as quand même un bon salaire, là. Mon frère me dit que ça payait quand même bien, parce que c'est pas justement... Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, puis c'est pas si accessible que ça, c'est beaucoup de travail. OK. Sinon, je dirais qu'il y aurait de travailler dans des studios pour l'enregistrement avec des artistes. OK. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, enregistrer, s'occuper de l'acoustique et faire le mixage avec l'artiste pour que lui soit satisfait et qu'il puisse sortir sa musique de son côté. OK. Mais je ne sais pas si tu as fait beaucoup de recherches là-dessus, mais est-ce que tu sais si c'est difficile de se trouver une job, mettons, en studio, comme en collaboration avec des artistes et tout? Je te dirais que je sais pas si c'est difficile de trouver une job, mais j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, vu que c'est quand même un métier qui est niche. Ouais. Mais pour travailler avec des artistes, par contre, des artistes, il y en a à l'appel. OK, fait que je me dis que si tu as des bonnes connaissances en mixage, puis que tu es prêt à vouloir aider des petits artistes, c'est sûr que tu vas trouver du travail. Je sais pas si ça peut payer cher, je sais pas si... T'es pas encore à ce stade-là. Je suis pas rendu à ce stade-là, mais je suis certain qu'il y a de la job à faire dans ce métier-là. OK, parfait. Mais justement, tu parlais de collaboration, partenariat. Toi, je sais que ça fait pas énormément longtemps que tu fais du mixage, mais est-ce que tu as du monde que tu pourrais faire des collaborations avec? Oui, absolument. Moi, je sais que dans pas longtemps, il y a la première tune produite par moi qui sort dans en fait 3 semaines. 3 semaines avec un artiste de Montréal. OK. Avec qui j'ai été en contact et qui m'a mis en contact avec d'autres artistes avec qui j'aimerais travailler. Et on sort une musique qui s'appelle Pareil, par Xavier Euphorie. C'est un petit rappeur de Montréal qui commence à grandir de peu à peu. Je pense que sa plus grande... Sa musique avec le plus de vues a 200 000 écoutes. Quand même, c'est pas rien. À la moyenne, c'est environ dans les 1000 à 20 000 écoutes par chanson. Quand même. Fait que pour vrai, moi, après seulement 1 an et demi de travail, je sais que j'aime vraiment ça, puis je sais que je vais aller là-dedans plus tard. Puis je suis vraiment content que le 31 mars, il y ait ma première tune qui sorte. Ah oui. Ah, c'est toute une nouvelle étape. Oui, c'est une grosse étape qui commence, puis je me dis, il faut que je continue dans cette lignée-là. Ah, c'est bien. Ah oui, parfait. Puis tu parlais tantôt d'une école de mixage que tu voudrais intégrer. Est-ce que tu pourrais en parler plus? Oui, en gros, je m'en vais étudier au CNDF. C'est l'école au Collège Notre-Dame de Sainte-Foy, où ils offrent un cours de sonorisation et d'enregistrement et mixage. Donc, moi, justement, c'est Aurel qui me l'a recommandé. En fait, qui m'en a parlé parce qu'il est allé étudier là-bas. Puis je me suis dit, ça pourrait être cool. Ça m'a trotté dans la tête un bout. Puis sachant que moi, ça fait 3 ans que j'ai étudié en sciences humaines, puis je me sens pas à ce que ça aboutisse quelque part. Tu te sens pas vraiment à ta place, non? Pas vraiment. Fait que je me dis, j'aimerais vraiment ça étudier dans le domaine de la musique. Puis là, il m'en a parlé, j'ai fait, OK, faut que je l'essaye. C'est sûr que c'est une question monétaire parce que c'est un collège privé, donc ça va me coûter cher. Ça va coûter cher. Mais dans un sens, pour les connaissances que je veux acquérir, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. OK. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir encore plus d'apprentissage pour m'améliorer dans ce domaine-là. OK, parfait. Sinon, c'est sûr que
encore là, je précise que ça fait pas si longtemps que tu es dans ce domaine-là, mais à quoi ça ressemble ton studio, tes instruments, tout le matériel? Tu sais, je sais que tu parlais beaucoup d'instruments tantôt, mais plus précisément, mettons le matériel justement de mixage, ça ressemble à quoi? C'est sûr que c'est très, très au niveau de logiciel, plus que physique, autre que les instruments. Ouais. Mais, exemple, un bon ordinateur avec un logiciel, moi j'utilise FL Studio et Logic, qui est deux logiciels assez connus dans le milieu. Puis pas mal au niveau du mixage, il y a la table au niveau des sons, il y a tous les plugins, je vais appeler ça comme ça, qui sont fournis dans le logiciel pour arranger le son. Mais niveau instrument, moi j'ai 5 guitares. 5, OK. 3 acoustiques, une classique et une électrique. J'ai un synthétiseur, un piano, une bass. OK. Fait que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que j'en ai eu à vraiment très, très bas prix, même 2 gratuits. Donc, j'ai été vraiment chanceux. Puis, c'est pas accessible, surtout au niveau prix pour le matériel. Mais c'est possible avec peu d'argent maintenant. Contrairement à avant, c'est vraiment plus facile de faire de la musique chez soi, avec son studio, puis faire de quoi qui est qualitatif. Faut dire ça comme ça. Parfait. Mais là, tous les instruments que tu as, est-ce que tu as appris à les utiliser quand tu as commencé à faire du mixage ou tu en avais déjà appris beaucoup avant? Oh, absolument pas. J'ai tout appris en 1 an et demi. OK, carrément. Oui. C'était assez rapide de même. Oui, je suis rapide, puis je pense que c'est mon défaut de vouloir aller trop rapidement. J'ai tout apprendre en même temps, mais je prends pas le temps de concentrer sur un élément à la fois. D'accord. Donc, c'est un peu mon défaut, mais dans un sens, peu à peu, j'augmente mon talent dans chacun des domaines. Par exemple, le piano, c'est pas mon fort. Vraiment pas. D'accord. Ben, merci beaucoup, Jérémy. C'est tout pour ça mes fait questions. Plaisir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et c'est également tout pour les étudiants du Cégep de la Pocatière. Donc, c'était une très belle expérience d'animer InfoCam Extra. Et il y aura quand même d'autres émissions de InfoCam Extra le prochain et la semaine prochaine.